Le débat de ce Smart Impact avec Jean-Luc Clemens, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de l'unité télécom de l'IDAT. Avec nous également en visioconférence, Luc Hendrix, qui est directeur général de l'ECTA, European Competitive Telecommunication Association. L'IDAT, c'est quoi? Bonjour. L'IDAT, c'est quoi? Un cercle de réflexion, c'est ça? C'est ça. Nous sommes un think tank français qui travaille sur toutes les problématiques du numérique. Nous avons été fondés il y a une quarantaine d'années. Ouais. Et l'ECTA, Luc Hendrix, en quelques mots? Nous sommes une association qui représente les opérateurs alternatifs en Europe et qui défendons la réglementation pour qu'elle offre des chances égales à tous les opérateurs suite à la libéralisation des marchés des télécoms. Luc Hendrix, j'aime bien faire un peu de pédagogie. La fibre optique, on s'en sert pour quels usages aujourd'hui? C'est très très vaste, je ne m'en rends pas compte. Écoutez, aujourd'hui la fibre optique se déploie de plus en plus et l'usage principal qui est en effet c'est la connexion pour les connexions Internet résidentielles qui se multiplient, de sorte à pouvoir offrir d'une part des débits supplémentaires qui soient ascendants ou descendants et une qualité de service qui soit supérieure, notamment avec des temps de latence qui sont inférieurs et ainsi de suite. À côté de ça, on s'en sert également énormément pour les connectivités et les différents produits et services qui sont offerts au marché des entreprises, puisque la fibre optique offre des caractéristiques de transmission qui sont largement supérieures à ce que l'on va trouver sur le cuivre. Jean-Luc Clemens, lors du Mobile World Congress qui s'est terminé le 3 mars dernier, vous avez organisé une conférence de presse avec le groupe chinois Huawei. Vous y avez dévoilé un rapport sur la réduction de notre consommation de carbone. Comment la fibre optique peut-elle y participer ? Bien, effectivement, donc au Mobile World Congress, on a organisé une conférence où on a présenté un rapport qu'on a écrit expliquant comment la fibre optique contribuait à la réduction de notre empreinte de carbone. Oui. Alors, en fait, de plusieurs manières. Tout d'abord, comme Luc vient de le dire, aujourd'hui, on déploie la fibre optique chez nous, dans nos maisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre optique, c'est un équipement passif qui consomme très peu, voire presque pas d'électricité. Et par rapport à la bonne vieille ligne ADSL, on est sur 4 à 5 fois moins de consommation d'électricité. Donc déjà, sur cet aspect-là, on consomme moins d'électricité. Ensuite, il y a l'utilisation de la fibre optique et de nouveaux équipements de fibre optique dans les cœurs de réseau des opérateurs télécoms, qui sont très énergivores, également qui permettent de réduire la consommation électrique. Ça, c'est pour le secteur des télécoms. Et ensuite, il y a l'utilisation de la fibre optique dans le monde des entreprises, sur les chaînes de production, pour rendre les bâtiments plus intelligents. Et là, en fait, on est évidemment sur une réduction de la consommation d'énergie, mais également sur la réduction de la consommation du chauffage, de l'eau, grâce finalement à tous ces capteurs qu'on peut mettre à de multiples endroits dans ces bâtiments, que ce soit chez nous ou dans les bâtiments de bureaux, afin de réduire notre consommation d'énergie primaire. Est-ce que c'est un levier qui est sous-estimé par les industriels aujourd'hui ? Effectivement, c'est une des surprises de notre rapport, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le secteur des télécoms, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de les convertir à la fibre. Par contre, on a fait énormément d'entretiens avec des acteurs industriels un peu partout en Europe, et ça a été notre surprise, c'est-à-dire que quand certains d'entre eux ont bien les technologies de l'information et de la fibre dans leur stratégie, beaucoup ne l'ont pas encore. Finalement, ce qui nous semblait assez intéressant, c'était de mettre en avant le fait que dans le cadre des stratégies de réduction d'empreinte de CO2, l'utilisation de plus de fibres optiques ou de fibres optiques plus denses ou plus capillaires à l'intérieur des bâtiments permet de réduire cette facture de CO2. Je pense que c'est le genre de choses sur lesquelles nous, à l'IDAT, nous allons continuer à travailler pour aider les entreprises à mieux comprendre l'impact de cette fibre optique dans leur stratégie CO2. Ouais. Luc Hendrix, ça peut être intéressant de prendre l'exemple effectivement de l'industrie des télécommunications qui a commencé sa migration vers la fibre optique depuis pas mal de temps. Avec quel impact ? Écoutez, ce dont on se rend compte, si je peux prendre peut-être une vision européenne, on a des impacts et des développements qui sont hétérogènes en fonction des différents pays européens. On a donc des pays comme l'Espagne qui se débrouillent pas trop mal, et en contrepartie,
l'Allemagne qui est fortement à la traîne, et la France qui est, je dois dire, assez bien positionnée avec des développements ces 2 dernières années qui sont quand même relativement impressionnants. Hein, il y a évidemment des raisons objectives pour ça, puisque quand les opérateurs historiques disposent de fourreaux, on peut remplacer le cuivre à l'intérieur des fourreaux ou ajouter de la fibre. Il y a des pays comme l'Espagne où vous pouvez déployer la fibre sur les façades des habitations, ce que vous pouvez par exemple pas faire en Allemagne. Hein, donc ce qui a évidemment un impact sur le temps de développement et sur les coûts de développement. Alors on se rend compte aujourd'hui qu'on entre vraiment dans une phase où on va commencer à supprimer le cuivre des réseaux. Et donc si on reprend l'exemple de la France, l'ARCEP, donc Orange est venu avec un plan pour la migration du cuivre vers la fibre, donc là, avec le plan d'arrêt du cuivre, donc c'est carrément de supprimer le cuivre et de retirer le cuivre des fourreaux. Et l'ARCEP est venu avec une consultation. Donc c'est vraiment un moment où on se rend compte que, en tout cas, on commence absolument à remplacer les réseaux historiques par les réseaux fibres qui, comme Jean-Luc l'a dit, qui sont plus efficaces d'un point de vue énergétique et qui sont également plus efficaces d'un point de vue opérationnel. Donc les coûts d'opérer ces réseaux est également inférieur. Et donc on a évidemment un très grand incitant au-delà de la réduction de l'empreinte carbone, qui est évidemment quelque chose sur lequel les opérateurs sont sensibilisés depuis déjà de très nombreuses années. Il y a évidemment derrière également des grands impacts économiques, puisque la consommation d'énergie représente quand même un coût important dans les réseaux, et donc on commence à se rendre compte que les opérateurs arrivent à stabiliser leur consommation d'énergie en remplaçant les équipements par les équipements de nouvelle génération, donc soit vers la fibre et également par la 4G et la 5G. Hein. Oui. La grande question... Oui. Oui. Je vais poser une question à Jean-Luc Clemens. Je vous redonne la parole juste après. Jean-Luc Clemens, une usine intelligente équipée en fibre optique, est-ce que ça consomme forcément moins globalement, vous voyez, et en quoi, parce que vous parliez des capteurs, etc., en quoi ça peut vraiment permettre de réduire l'impact carbone? Très bonne question. En fait, aujourd'hui, vous avez des chaînes de production avec des capteurs qui vont se trouver sur quasiment tous les éléments de la chaîne de production. Aujourd'hui, ça va être essentiellement des capteurs utilisant des technologies sans fil, Wi-Fi, 4G, qui sont entre 5 et 10 fois plus consommateurs d'énergie qu'un réseau fibre optique. Donc à partir du moment où vous avez votre chaîne de production, par exemple, qui est stable, qui ne bouge pas, vous n'avez fondamentalement pas besoin d'équipements sans fil. Donc à partir du moment où vous déployez un réseau de fibre optique, c'est très facile, hein, aujourd'hui vous avez des câbles pour fibre optique qui sont quasiment en plastique, c'est très fin et très simple à utiliser. Et donc vous avez déjà là, en faisant simplement cette migration, vous allez consommer moins d'énergie. Ensuite, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous mettez des capteurs, vous avez de grands bâtiments, vous mettez des capteurs qui vous permettent de mieux réguler la température, donc vous abaissez votre consommation énergétique pour le chauffage. Pour les industries qui consomment beaucoup d'eau, vous installez beaucoup plus de capteurs afin de gérer de façon beaucoup plus fine votre consommation d'eau. Et donc là, vous avez des effets démultiplicateurs par rapport à votre empreinte carbone. Vous avez en partie répondu, mais je voudrais détailler ça. Qu'est-ce que ça représente comme coût? Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures finalement supplémentaires pour passer à la fibre optique? Je crois qu'il faut être clair, hein, quand on parle aux industriels, je pense qu'il ne faut pas se positionner dans une idée en train de se dire, voilà, on va enlever tous les vieux équipements, on va tout remplacer tout immédiatement. Chaque industrie a son cycle de renouvellement et de réinvestissement. Et il faut se placer dans ce cycle de réinvestissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va remplacer des capteurs, il faut penser à la solution fibre optique plutôt qu'à une solution sans fil. Parce que le bilan carbone est meilleur. D'un point de vue de coût, il n'est pas fondamentalement différent. Luc Hendrix, est-ce qu'il y a des secteurs industriels qui seraient plus à même de basculer, pour lesquels c'est plus intéressant de basculer vers la fibre optique? Il y a évidemment, comme Jean-Luc l'a dit, tous les secteurs industriels qui ont des unités de production qui aujourd'hui ont énormément d'équipements qui sont connectés, que ce soit en Wi-Fi et ainsi de suite, qui pourraient de manière intéressante les remplacer par des connexions fibres. Donc tous les grands secteurs industriels sont des secteurs où on va évidemment
voir les plus grands bénéfices. Et en fait, c'est un peu, pour faire un peu le parallèle avec la 5G, c'est que pour la 5G, la fibre est absolument nécessaire. Et donc là, on se rend vraiment compte que en cumulant ces deux technologies, donc qui sont toutes les deux bien moins consommatrices d'énergie pour les mêmes volumes de data transmis, on se rend compte qu'il y a des grands secteurs qui peuvent dégager des gains de productivité qui sont relativement importants grâce au passage à la fibre et au passage à la 5G. Hein. On va par exemple prendre l'exemple des ports. Les ports ont des business cases qui sont relativement intéressants pour faire ce basculement. On pense également aux usines de construction automobile. Hein. Donc quand vous parlez avec Volkswagen par exemple ou d'autres, eh bien vous voyez qu'ils ont des équipes qui planchent sur le sujet et qui sont actives pour mettre ces plans en place. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter les perspectives grâce à cette fibre optique. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.